Théo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. La rentrée universitaire à Grenoble, la ville accueille 45 000 étudiants cette année. Parmi les premiers à rentrer, les filières scientifiques et notamment les facultés de médecine et de pharmacie. C'est ce qu'on verra dans un instant. Ce midi, nous irons aussi à la rencontre de Laurent Trichet. À Chambéry, cet ancien vendeur en station récupère les vieux skis et les relook. Chaises, bancs, éléments de déco. Vous le verrez, son imagination n'a pas de limite. Et puis quel temps pour aujourd'hui? Regardez, un ciel nuageux pourrait donner quelques gouttes, voire une faible ondée vers le sud Isère. Comptez entre 19 et 23 degrés pour les températures. Mais d'abord, je vous le disais, à Grenoble, nos futures blouses blanches ont rejoint ce matin les bancs de la faculté. 1600 étudiants en première année de médecine ou de pharmacie. Le cursus attire toujours autant de candidats, mais la sélection sera sans pitié. Seulement 172 d'entre eux passeront le cap du concours. Jean-Christophe Pain, Dominique Semet. Au total, ils sont 1600, 2 tiers de filles, 1 tiers de redoublants. 1200 d'entre eux tenteront médecine, mais à la fin mai, ils ne seront que 172 à passer en deuxième année. Alors dès ce soir, ils vont travailler à la maison sur les fameux DVD. Désormais à Grenoble, c'est l'étudiant qui va chercher la connaissance et pas l'inverse. Nous ne voulons plus qu'ils apprennent par cœur sans comprendre. Et c'est pour ça que on a mis en place ce système d'enseignement inverse, ça fait donc 10 ans qu'on l'a mis en place. Maintenant, c'est quasiment quelque chose qui se développe dans toutes les universités. Mais il n'empêche quand même que c'est un moyen pour les faire réfléchir, raisonner, comprendre, chercher les explications. Et ça, c'est fondamental. Plus de bachotage, mais du raisonnement. Les études de médecine auraient-elles vraiment changé, à Grenoble en particulier? La réponse d'une redoublante. C'est vrai que ça a changé par rapport aux années précédentes. Enfin, ils font tout pour assurer une certaine égalité, pour que ce soit plus facile et plus accessible. C'est pas du bidon. Voilà, ça c'est pas du bidon, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment le principe du DVD, mais après, ça reste un concours qui est très sélectif et entre ce qui nous assure et ce qu'il faut vraiment fournir, il y a quand même un petit décalage. Ça veut dire qu'il faut travailler encore plus que ce qu'ils disent? Vraiment plus. En tout cas, les profs l'affirment, désormais les résultats sont meilleurs. 50% des reçus en deuxième année sortent tout juste du bac. Mais il aura fallu travailler près de 60 heures chaque semaine pour y arriver. Et pendant que nos futurs médecins planchent déjà, je vous propose de faire un tour d'horizon de cette grande université grenobloise, l'université Joseph Fourier, qui va vivre cette année scolaire un changement historique, une fusion avec les autres facultés. Le point avec Valérie Chastelan. Fini les grasses matinées et les fiestas jusqu'à l'aube. Les étudiants de Joseph Fourier reprennent le chemin des amphis cette semaine. Ils sont 19 400 à avoir choisi l'UJF avec 1500 enseignants et 5000 d'entre eux sont inscrits en première année. Parmi ces petits bleus, 3300 bacheliers tout neufs. Particularité, l'étudiant UJF terminera son année scolaire sous la bannière Université Grenoble-Alpes. Car le 1er janvier 2016, c'est la révolution. En rouge. Les 3 universités grenobloises, Joseph Fourier, Stendhal et Pierre Mendès France fusionnent pour former une seule et même entité. Cette université Grenoble-Alpes, l'UGA, pèsera alors 45 000 étudiants en sciences, lettres et sciences sociales avec 3 000 enseignants. De quoi défendre son rang et ses diplômes sans rougir dans la compétition mondiale des poids lourds universitaires américains, européens ou asiatiques. Autre rentrée scolaire beaucoup plus originale, cette fois celle d'un étudiant en master cascade. Ce jeune Isérois débutera les cours en octobre prochain. C'est le dernier volet de notre série de la semaine. Elle est signée Denis Vigneault-Duguet et Franck Serroni. Mon rêve depuis l'enfance, c'était de devenir acteur. À quelques semaines de ses 18 ans, un bac pro-commercial en poche, Christophe est sur le point de concrétiser son rêve. Je vais intégrer la plus grande école de cascade au monde. Ça fait 6-7 ans que je pratique le taekwondo, donc je devais avoir 10-11 ans à peu près. Et dans le taekwondo, on travaille tout ce qui est coup de pied, acrobatique, les figures, tout ce qui est artistique.
Donc du coup, c'est des mises en scène, c'est des préparations qu'on doit faire, des démonstrations. Et donc ce concept-là me plaisait bien. Donc c'était à partir de là aussi que ça m'a mis une petite idée en tête de faire cascadeur. Donc un jour, je suis tombé sur une série américaine et j'ai vu le propre acteur faire ses propres cascades. Et c'est à partir de là, donc cette année-là, que je me suis plus penché sur le métier de cascadeur. Il y a quelques mois, Christophe se lance. Sans même en parler à ses parents, il prend contact avec la plus grande école de cascade au monde. Son dossier est finalement accepté. Sa rentrée se fera à l'automne. Pour être au top, le jeune homme s'entraîne quotidiennement, car dans la cascade, la forme physique est essentielle, mais pas suffisante. C'est beaucoup plus que ça, c'est d'abord les valeurs humaines. C'est ce qu'on dégage, ce que le cœur dégage, ce qu'on a mentalement dans la tête. Et ça, c'est ce qui caractérise un bon cascadeur. C'est aussi l'honnêteté avant tout. Une personne qui vient faire une cascade périlleuse et qui vous dit « je n'ai pas peur », eh ben, c'est faux. Ce qui fait la différence entre les autres et nous, c'est que l'on va bien plus loin que nos propres peurs. Vous apprenez à gérer votre peur, à gérer vos émotions. C'est comme ça que vous réussirez. Réussir. Christophe n'a plus que ça en tête. Courant octobre, il fera sa rentrée dans sa nouvelle école au nord de Paris. Si tout va bien, dans 5 ans, il accédera à une nouvelle vie avec en poche un master en cascade. Quelques images à présent des milliers d'agriculteurs qui ont rallié ce matin la capitale. Beaucoup sont venus, vous le voyez, en tracteur. Les 60 alpins présents aujourd'hui ont décidé, eux, de voyager en train. Une action pour exprimer la détresse du monde paysan et réclamer des aides face à la chute constante de leurs revenus. Ce sera l'un des principaux titres développés par l'édition nationale à 12h30. Justice, le tribunal administratif de Grenoble examinait ce matin la plainte d'une contribuable qui attaque le département de l'Isère. Le motif, une subvention de 447 000 € allouée en 2012 à l'amicale des élus pour financer des retraites complémentaires. Le rapporteur a demandé l'annulation de la délibération. Tous les détails sur notre site internet alpes.france3.fr. Allez, on va maintenant parler emploi avec ce forum qui se tient aujourd'hui à l'aéroport Grenoble-Isère à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Un forum de recrutement portuaire. Il y a 300 postes à pourvoir, des CDD mais aussi des CDI. Pour en parler, Anne Robert est avec nous en direct. Bonjour, vous êtes directrice de l'agence Pôle emploi de la Côte-Saint-André, Pôle emploi qui organise ce forum. D'abord, pourquoi ces 300 postes là maintenant ? Alors 300 postes, c'est pour couvrir l'activité qui se déroule sur la saison d'hiver pour l'aéroport, donc de mi-décembre à mi-avril, avec tous les charters qui arrivent pour les week-ends pour amener les touristes dans les stations de ski de l'Isère et des Alpes. Ce sont quels métiers, dans quel secteur recherchez-vous du monde, pardon ? Alors, les secteurs les plus recruteurs sont effectivement les activités qui sont propres à l'aéroport, donc comme les agents de sûreté aéroportuaire, les bagagistes, les agents d'escale, qui constituent la plupart des emplois qui sont à pourvoir sur la saison. Mais il y a également tous les emplois qui sont générés par les activités dans l'aérogare, donc la restauration, de la vente. Et puis, il y a également, bien sûr, tous les agents d'accueil qui travaillent dans l'aéroport au moment de la saison. Donc, ce sont des emplois qui se situent qui sont concentrés sur le week-end et pour lequel l'anglais est nécessaire effectivement puisque 80% de la clientèle qui passe par l'aéroport proviennent des îles britanniques ou bien de pays du nord de l'Europe ou de l'est de l'Europe. Et donc, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une première expérience ou un diplôme dans les domaines que vous avez cités, la sécurité, l'accueil ? Non, il n'est pas nécessaire. Alors, il y a des formations nécessaires pour pouvoir accéder à ces emplois, mais le fait de venir présenter sa candidature ne nécessite pas systématiquement d'avoir ces qualifications en amont, puisqu'elles peuvent se faire en amont du début de saison, à partir du mois d'octobre, avec des organismes de formation propres à l'aéroport. Et c'est effectivement l'intérêt de ce recrutement, de ce forum de recrutement, c'est de pouvoir mettre en relation directe les employeurs qui recrutent et des candidats qui viennent présenter leurs compétences et leurs motivations et qui leur permettront effectivement de rester ou de retrouver une activité, même si elle est à temps partiel, même si c'est du contrat à durée déterminée. C'est quand même très important de pouvoir rester dans le système, j'allais dire entre guillemets, pour pouvoir se retrouver le chemin de l'emploi. Beaucoup de CDD, mais aussi des contrats qui peuvent déboucher sur un CDI.
Alors, des contrats qui peuvent déboucher éventuellement sur des CDI dès lors qu'effectivement les personnes peuvent avoir de la mobilité, puisque Vinci Airport, qui gère l'aéroport de Grenoble-Isère, gère également d'autres aéroports, donc, notamment à Toulon. Donc il peut y avoir des complémentarités d'activités saisonnières entre différents aéroports, ou bien d'autres aéroports comme celui de Clermont-Ferrand qui a une activité beaucoup plus lissée sur l'année, mais qui peut permettre d'autres perspectives également. Et puis même si ce n'est pas travailler dans l'aéroport, rester dans l'aéroport, ça permet d'acquérir des savoir-faire, des compétences qui peuvent être transférables dans d'autres secteurs d'activité où il y a effectivement du contact public, de l'anglais, de l'adaptation et puis savoir résister aux coups de rush. Merci Anne-Robert, et je rappelle que ce forum se tient à l'aéroport Grenoble-Isère à Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre. Oui, de Saint-Jouarre, exactement, et se termine à 13h. C'est noté. Une nouvelle vie pour les vieux skis en Savoie. Laurent Trichet les récupère, les répare et parfois même les transforme en meubles. Il vient même d'ouvrir sa boutique au centre-ville de Chambéry où l'on peut découvrir ses créations. Grégory Lespinasse, Antoine Marnas. Laurent a deux passions, le ski et la récup. Chaque semaine, je dois récupérer une quarantaine de paires de skis. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour rien, j'ai quand même des bâtons. Le ski dans tous ses états. Ancien vendeur en station, Laurent a ouvert il y a un peu plus d'un an une boutique en plein centre de Chambéry. Il y bichonne les planches en vue de la saison d'hiver. Alors ça, c'est des skis que j'ai à réparer, ça commence déjà, là j'en ai même eu au mois d'août. Le fait que cette paire de skis, se dire elle allait être ensevelie dans une décharge et de voir qu'elle va repartir et puis que des gens vont skier avec et que moi ça va me créer de l'activité, je trouve que c'est super. Un goût prononcé pour le vintage, l'ancien et le moderne. Et à force de polir les spatules, son talent s'est peu à peu orienté vers un nouveau créneau, la fabrication de mobilier. Je pars sur une base d'une chaise qui était cassée, l'assise était cassée, j'ai refait une assise en ski de fond. J'ai rechopé d'une autre chaise un dossier et du coup on peut mélanger les styles et puis on repart avec une chaise neuve avec 3 objets différents, donc un ski, une chaise en bois, une chaise en acier. Des chaises, des tabourets, des bancs, des créations atypiques qui commencent à séduire les Chambériens. Il y a du progrès à faire sur le dossier, là c'est pas top, mais l'assise on est bien, là ça amortit un peu. Je me doute bien que c'est pas tout le monde qui va mettre ça dans son salon, mais je pense que ça peut intéresser pour meubler des studios en montagne ou voire même des bars dans les stations, quoi. Et pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez vous aussi faire rentrer dans votre salon un brin de Perrine Pellène ou de Jean-Claude Killy. C'est convivial. Le scolite est de retour. Ce petit hanneton particulièrement vorace a la capacité de décimer les forêts à grande vitesse. Pour enrayer la catastrophe, pas d'autre solution que d'abattre les arbres. Dans les Bauges en Savoie, la lutte est engagée. La forêt de l'Afféclat aux portes du massif des Bauges. Certains de ces épicéas ont plus de 100 ans, mais tous sont malades. Ils ont été attaqués par ce petit coléoptère, l'Ips typographe, plus connu sous le nom de scolite. Un insecte destructeur, un tueur redoutable de quelques millimètres seulement, qui en se logeant sous l'écorce des arbres, interrompt la circulation de la sève et les condamne irrémédiablement. Là, on est typiquement sur un arbre qui est attaqué par les scolites. C'est un arbre qui est affaibli, qui est presque tombé, presque déraciné. Quand on décolle l'écorce, il est déjà sec. On retrouve les galeries justement des scolites. Donc celui-là, il est déjà mort depuis un certain temps, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas d'insectes vivants. Mais ça entraîne la mort de l'arbre par dessèchement. Donc vous voyez, il n'a plus d'aiguille et l'écorce va tomber petit à petit. Il suffit d'un mois à peine au scolite pour tuer un épicéa de 30 mètres de hauteur. L'insecte se reproduit à la vitesse de l'éclair et on dénombre parfois plusieurs milliers d'individus sur un seul tronc. On estime qu'une femelle scolite peut pondre à elle seule plus de 500 œufs par saison. Face à cet ennemi impitoyable, l'heure est donc à l'urgence. Pour lutter contre le scolite, il y a une seule façon, c'est de couper les arbres qui sont attaqués, qui sont infestés par l'insecte pour endiguer cette épidémie. Donc on coupe les arbres, une fois qu'ils sont secs, c'est trop tard, donc il faut arriver à repérer les arbres attaqués
qui sont encore verts, qui ont encore des aiguilles. On coupe ces arbres et le but c'est de les évacuer le plus vite possible de la forêt. Comme ça on évacue l'arbre et les insectes en même temps. Au total, plus de 10 000 mètres cubes d'arbres vont être abattus dans la forêt de l'Afécla. Les troncs les moins atteints pourront tout de même être utilisés dans la charpente ou encore pour la fabrication de palettes. On estime que 300 hectares de forêt sont actuellement colonisés par le scolite sur le plateau de l'Afécla. Sport aux mondiaux d'aviron d'Aiguebelette en Savoie. Le 8 français a échoué à se qualifier pour la finale et du même coup pour les Jeux Olympiques de Rio. Et puis ce matin, la grenobloise Noémie Cobert, associée à la nantaise Marie Lenepvou, a également raté sa qualification pour la finale en 200 barreur d'âme. Elle termine 6e. Un voyage maintenant, et quel voyage! Celui de Philippe Batou, le guide haut-savoyard parti explorer les parois rocheuses et glacées du plus grand fjord du monde, le Rhineland, au sud du Groenland. Accompagné d'un jeune grimpeur niçois, il a ouvert 3 nouvelles voies verticales de plus de 1000 mètres de dénivelé. Et pour accéder à ces parois, il a fallu toute l'expérience d'une grande dame de la mer, Isabelle Autissier. Naviguer au milieu d'énormes glaçons, c'est le premier danger de ce type d'expédition. En cas de coup de vent, le bateau d'Isabelle Autissier risque d'être broyé. La navigatrice et ses marins se dirigent donc à l'aide de cartes météo, de photoradars, mais aussi de vigies. Nous, ils profitaient du fait qu'on était grimpeurs et nous envoyaient en haut du mât. Et on observait aux jumelles et à la vue, tout simplement, pour essayer de trouver un chemin à travers de ce dédale de glace. Grimper les icebergs était le rêve de Philippe Batou. Mais du rêve à la réalité, il y a la qualité de la glace. Ça va mieux quand il y a les trous? Ah bah, comme d'hab, hein. Mais les trous, ils sont super durs à faire, hein. J'ai failli... Je me suis envoyé de ces écailles. Ouais, j'ai vu, ouais. Faut vraiment faire... Je me disais, avec la chaleur qu'il fait, ça va être une glace sorbet super agréable. Et en fait, pas du tout. C'est des glaces qui sont sous tension, qui sont vraiment très cassantes, très fragiles. Et l'escalade, elle a été vraiment très dure. L'autre gros souci aussi des icebergs, c'est que les icebergs, ils se retournent. En fait, les icebergs, ils sont grignotés petit à petit par l'eau en dessous, par le dessous. Et très régulièrement, ils se retournent complètement. Donc on a essayé de trouver un iceberg qui était posé. Heureusement, les parois du Rhineland se sont avérées plus conformes aux souhaits des 2 alpinistes. Un granit compact où les prises sont nombreuses. Du coup, plutôt que de monter à droite pour aller rejoindre le dièdre, tu pars droit au-dessus du premier dièdre. Seule difficulté, la recherche d'itinéraire et le mauvais temps, qui a contraint Philippe Batou et Enzo Odo à rallonger les bivouacs en pleine paroi, 40 heures pour le plus long. Mais en été au Groenland, le temps a peu d'importance, c'est le jour permanent et la grimpe à volonté. On est dans des endroits magnifiques, magiques, presque des vallées un peu du Yosemite, quoi, des vallées comme des vallées de Chamonix, où rien n'a été fait, enfin, en tout cas on n'a aucune information. C'est de l'exploration et après on se fait plaisir sur des voies magnifiques. Quoi. On était comme des enfants, quoi. Finalement, les 2 alpinistes ont répété une voie inaugurée par des Suisses et ouvert 3 itinéraires qu'ils n'ont ni baptisés ni équipés de pitons. Comme si dans ces contrées, tout devait rester vierge. C'est la fin de ce journal, mais n'oubliez pas, l'info continue sur notre site internet alpes.france3.fr. À suivre la météo et l'édition nationale. Très bel après-midi et puis bon appétit si vous passez à table.